Bon, on va arriver au terme des 5 petites minutes de... Je vous propose de démarrer, ceux qui nous rejoindront pour rejoindre la discussion. Donc, bienvenue à tous pour ce petit webinaire de rentrée après l'été sur le sujet des vins Nolo, des vins désalcoolisés. Et aujourd'hui, en fait, on va s'interroger à la mise en marché un peu de ces vins. On a pu avoir des discussions dans les précédents webinaires sur les aspects un peu plus techniques, d'élaboration et de consommation. Et là, on va s'interroger un petit peu sur la façon d'intégrer cette nouvelle offre, cette nouvelle catégorie dans son offre un peu standard de vin. Et donc, nous avons la joie d'accueillir Hugues Le Marnier aujourd'hui, qui va se présenter, qui est directeur général des domaines qui montent. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, je suis directeur général de Domaine qui monte depuis 6 ans et je suis également vigneron avec alcool dans le sud de la France à Carcassonne. Donc je suis à la fois du côté de la production et également donc du côté de la distribution, ce qui nous permet d'être relativement attentifs aux souhaits divers et variés des clients et donc les besoins nouveaux qui peuvent se manifester. Et donc, vous avez décidé il y a quelques mois de vous lancer dans la commercialisation de vins désalcoolisés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous vous êtes inscrit dans cette démarche, et puis est-ce que ça a été facile d'intégrer dans votre offre des vins désalcoolisés? Alors oui, on essaye toujours d'être assez pionnier. C'est-à-dire, quand on s'appelle les domaines qui montent, c'est qu'on essaie d'appréhender et d'identifier les tendances qui montent. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, on a un concept qui n'est pas que caviste. On est cave, épicerie et table également. Et donc, à travers tous ces moments de partage avec nos clients, on peut voir un petit peu ce qui peut les intéresser. Donc, assez tôt, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait probablement une offre sur le désalcoolisé, parce que c'était relativement clair qu'il y avait des petites demandes ici et là. Alors, tout simplement, déjà, les femmes enceintes, c'était une première qui peuvent être... en l'occurrence, c'était des épicuriennes, mais qui se disaient qu'au moment de la grossesse, il valait mieux être raisonnable. Et donc, on avait cette petite demande. Puis après, on a pu en avoir ici ou là, dans la catégorie des jeunes aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, on a identifié le besoin, que ça a pu être le cas sur plein de tendances par le passé, certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Celles qui n'ont pas marché, on pourrait mentionner les hard seltzers. On a essayé, mais là, pour le coup, ça n'a pas marché. Et on n'est pas les seuls. Tout le monde a connu généralement un échec, malheureusement, avec ce produit-là. Donc, on s'est dit qu'on allait se mettre en chasse. Ça, c'était il y a quand même un bon moment. C'était il y a probablement plus de 2 ans. Et donc, avec le directeur des achats de la maison, on a essayé de mettre les lignes à l'eau. Ce qu'on a fait, on a goûté un certain nombre de choses. On a même goûté beaucoup. Et pour être très honnête, on a goûté quasi exclusivement des choses de mauvaise qualité. Donc, ça, c'était pas possible pour nous, parce que chez les domaines qui montent, on n'est sûrement pas les seuls comme ça, mais enfin, la qualité et le goût, le bon goût, reste quelque chose de fondamental. On ne va pas répondre à une tendance pour y répondre si on ne doit pas cocher la case de la qualité et du bon goût. Et donc, on a goûté énormément de mauvaises choses qui nous ont amené à pas mettre le projet de côté, mais à continuer inlassablement notre recherche. Et puis après, pour être très honnête, Stéphane, on vous a rencontré et on a vu qu'il était possible de faire quelque chose de qualité. C'est évidemment un goût qui est très différent du monde du vin. Il ne s'agit pas de faire un vin au rabais, mais on a trouvé avec vous une offre qui sortait beaucoup plus de l'ordinaire, tout en restant à un niveau de prix acceptable. Parce que ça, il ne faut pas le négliger. Si le sans-alcool se met à coûter beaucoup, beaucoup plus cher que le vin alcoolisé, on aura beau mettre tous les efforts de la terre, les gens iront trouver des alternatives différentes que les vins désalcoolisés, mais en tous les cas, ils n'iront pas vers cette catégorie. Certains ont fait le choix. Il y a un cas où il y a quelque chose de plutôt qualitatif qui est sorti, mais à des prix absolument stratosphériques. On a essayé de sonder l'avis de nos membres franchisés, de nos responsables de boutique, et la levée de bouclier a été immédiate. Donc en fait, vous avez constaté effectivement sur cette période de recherche que l'offre évoluait en France en particulier. Vous aviez cherché des vins étrangers, ou c'était plutôt l'objectif, c'était plutôt des vins français?
C'est un français. Nous, notre ADN des domaines qui montent, créé par un vigneron bourguignon, repris par un vigneron languedocien, c'est de se dire qu'on a déjà énormément de vins formidables en France qui gagneraient à être connus et on a envie d'aider les vignerons français. Donc, c'est une logique de vin français qu'on a cherché. On n'a pas du tout regardé du côté des vins étrangers. Et vous cherchez peut-être aussi à vous démarquer de l'offre qui était disponible en grande surface et qui était plutôt une offre, on va dire, plus d'industriels que de vignerons. Clairement, sachant qu'on avait du mal à trouver, on a ouvert le spectre assez large. On a même regardé des fournisseurs qui pouvaient être des gens qui peuvent faire des choses aussi pour la distribution, parce qu'il y a toujours la possibilité, comme vous savez, de faire des habillages différents, ce genre de choses. Donc bon, pourquoi pas. Mais en fait, industriel ou artisan, c'était jamais bon. Donc en fait, voilà, ça a simplifié les choses. Et on aurait pu, honnêtement, si on ne s'était pas rencontrés, on aurait pu ne jamais avoir d'offre, parce que c'est hors de question de répondre à un besoin par une offre qui ne serait pas dans la qualité et le bon goût. Voilà. Donc on est content d'avoir quelque chose, mais on aurait pu ne pas en avoir si on n'avait pas trouvé. Alors, dans ce que vous avez pu choisir, c'est pas forcément les seuls bons produits du marché, mais peut-être qu'on peut évoquer un petit peu ensemble qu'est-ce qui a fait que ces produits-là, en présentant un petit peu les produits, qu'est-ce qui a fait que ces produits-là ont retenu votre attention en particulier. Donc, il y a un premier produit qui est un vin effervescent d'un petit producteur du Muscadet. Et une deuxième gamme qui est un vin du Languedoc en version blanc et en version rosé. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit en fait dans ces deux produits? Alors, il y a trois éléments qui sont les constitutifs du mix. Le premier, pour nous, le produit, donc le goût du produit, la qualité du produit. Honnêtement, c'est bon. Si je prends le zéro de Rochefort, on a un niveau d'acidité qui est assez bon, plutôt élevé, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut compenser les bénéfices entre guillemets que peut apporter l'alcool en termes d'émotion par d'autres. Et évidemment, on peut jouer sur plusieurs critères. Ça peut être soit sur l'acidité, soit sur l'amertume, soit sur le sucre. Le sucre, c'est pas tellement ce que les consommateurs demandent aujourd'hui. Donc, il faut plutôt jouer sur l'acidité ou l'amertume. Et en l'occurrence, là, sur le niveau d'acidité est bon et permet d'avoir un côté justement citronné qui est tout à fait agréable et qui fait qu'honnêtement, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On cherche pas forcément à se dire que c'était un vin, mais on est dans l'expérience un peu festive du vin. Donc ça, c'est pour le premier point qui est le produit. Le deuxième point qui est le prix. C'est au bon prix. Et ça, c'est important. En particulier, justement, sur ce segment-là, tout à l'heure, sans le mentionner, mais il y avait une autre offre qu'on a pu rencontrer qui était dans le pétillant, mais qui était à un prix sur lequel, pour moi, je reste un petit peu dubitatif sur l'ampleur du marché éventuel, même si ça semble fonctionner. Et puis, dernier point, c'est également le pack. Et ça, bon, on a été assez sensible. Vous savez combien on a été un peu pénible même pour quelques petits ajustements du pack, puisque le meilleur produit au monde mal marketé, malheureusement, aura du mal à trouver son public. Je le vois sur d'autres vins chez nous, des gens qui se pensent extrêmement doués pour refaire les packs et qui malheureusement souvent le nouveau est pire que l'ancien. Et on peut voir, j'ai vu en Bourgogne il n'y a pas longtemps, un effondrement des volumes par le simple fait du pack, alors que le vin est toujours aussi bon, mais ça devient insortable. Vous mettez la bouteille sur la table, tout le monde pousse un hurlement. Donc voilà, donc le produit, le prix, le pack. C'est peut-être ce qui vous a séduit aussi dans cette gamme du domaine de Braux, avec une approche justement jeune et assez sympathique au niveau du packaging. Le marketing est excellent. Le marketing est excellent. Celui du zéro de Rochefort est pas mal. On doit pouvoir faire encore mieux, mais il tient la route, donc on est très, très content. Mais là, pour le coup, il y a un vrai bon marketing. Un marketing est très sympa. Les vins sont tout à fait agréables. C'est suffisamment fruité. Il y a une bonne petite gourmandise. L'été frais pour celui qui veut pas se boire alcoolisé, il peut trouver ça.
moi, je suis pas forcément à la base dans la cible parce que j'ai pas trop de problèmes à boire du vin alcoolisé, j'aime bien ça. Mais pour autant, je fais comme tout le monde, je fais attention à ma ligne, à mon poids. Et donc, ça peut aussi être justement un moment où on peut se faire plaisir sans avoir mauvaise conscience. Je ferai d'ailleurs en 2 secondes, mais un petit parallèle qui me semble important. Et il n'est pas de moi, j'ai vu que c'était une vigneronne qui avait fait ce parallèle récemment dans un article, qui est de se dire que ne faut pas opposer le vin avec alcool au vin sans alcool. Il faut plutôt avoir la réflexion qui est celle dans le café, ou dans le café, quand vous allez dans une boutique Nespresso, vous avez vous avez un café caféiné, et ils ont bien sûr une gamme de cafés décaféinés. Et l'un est tout à fait complémentaire de l'autre, et le même consommateur pourra parfois vouloir boire un café caféiné, et puis peut-être qu'il va vouloir se prendre un café à 17h, mais il va plutôt prendre un déca, parce qu'il a envie de dormir après. Donc la motivation n'est pas forcément la même entre un déca et un sans alcool, mais en revanche, ce que je vois bien, c'est qu'il y a cette logique de complémentarité, et c'est en cela que c'est intéressant de vendre ça chez un caviste, dans une boutique comme les Domaines qui montent par exemple, c'est que vous avez la possibilité d'avoir et l'un et l'autre. Je crois absolument pas, j'ai vu récemment qu'il y avait ouvert, il y en a quelques-uns, mais en France, il y en a un dont on a parlé très récemment, je ne mentionnerai pas, mais une cave qui est 100% sans alcool. Je n'imaginerais pas, si je fais le parallèle, Nespresso ouvrir des boutiques 100% décaféinées. Parce que celui qui va boire du déca va peut-être aussi vouloir boire un café caféiné. Et donc, je ne pense pas qu'il faille segmenter. Je pense que les deux se répondent. Oui, alors on est sur le sujet de la mise en marché. Si on tire un petit peu le fil des consommateurs, finalement, comment est-ce que vous voyez les attentes évoluer en fonction des générations et en quoi cette nouvelle catégorie de produits peut s'intégrer assez naturellement à une évolution de consommation du vin en général? Bon, il y a une réalité, je ne vais pas révéler quelque chose que personne ne saurait. La consommation de vin ne fait que baisser. Et même, je dirais que quand on l'analyse un petit peu, on est sur une érosion lente qui a duré une 50aine d'années, avec une érosion assez structurelle mais lente jusqu'au Covid. À partir du Covid, la courbe s'est stabilisée parce qu'effectivement, pendant le Covid, les gens ont eu besoin de petits remontants. Et on sait que le vin est un anxiolytique en vente libre de grande qualité. Donc, ils ont pu avoir une réponse à cela. Donc, la courbe a arrêté de baisser. Et donc, certains ont commencé à crier avec joie que ça y est, les gens avaient redécouvert le vin. Malheureusement, je n'ai pas cru à cela, moi. Et d'ailleurs, depuis le Covid, en fait, la courbe qui est passée d'une érosion lente se met dans une érosion beaucoup plus rapide. Ce qui est assez simple. Vous voyez, moi, j'ai 42 ans. Je vois que ceux qui boivent du vin encore en tant que consommation dite courante, c'est les plus de 60 ans. Les gens qui ont plus ou moins mon âge, en tous les cas plus de 35 ou même plutôt au moins 40 jusqu'à 55 ans, sont des gens qui vont avoir une consommation plutôt modérée. Ils vont plutôt boire sur la fin de la semaine, le vendredi, le samedi. Voilà. Mais clairement, ils n'en boiront que peu au déjeuner et pas très fréquemment le soir, en semaine, sauf s'il y a une occasion de dîner, une occasion sociale. Et puis, il y a la génération qui a entre 20 et 35, globalement. Et cette génération, alors là, c'est beaucoup plus radical. Ils boivent peu de vin, ils boivent de la bière. Et c'est en fait, moi, c'est ce que j'appelle la génération Coca-Cola, dont je fais un peu partie, parce que je fais aussi partie de cette génération qui a été élevée au soda. Alors nos parents, évidemment, ne voulaient pas qu'on en boive, mais en tous les cas, on est quand même cette génération qui a été très confrontée au soda, au Coca notamment, Coca, Orangina et tout ce qu'on peut connaître comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on a pris l'habitude d'un palais, et les jeunes encore plus actuellement, d'un palais à la fois sucré, flatteur et pétillant. Et ce qu'on regarde chez les jeunes, c'est que finalement, la pétillance est très récurrente, puisqu'ils boivent encore pas mal de bière, donc une forme de pétillance. Ils boivent plutôt du champagne ou des créments. Et donc, ce que je disais, ils boivent des sodas. Et les amener vers le vin rouge, où le blanc et le rosé résistent un peu mieux, mais enfin, les amener vers le vin rouge notamment, qui n'est pas facile. Enfin, la première fois qu'on a tous bu un verre de vin rouge, la première fois dans notre vie, c'est peut-être pas spontanément dit « Waouh, c'est facile à boire, c'est génial, c'est délicieux ». Il a fallu éduquer notre palais. Aujourd'hui, tous les amateurs de vin rouge savent que c'est un grand plaisir, mais simplement, il a fallu éduquer notre palais. Et donc,
Pour ce qui concerne ce palais des jeunes de 20 à 35 ans, c'est un palais qui va moins vers l'alcool, et les chiffres le montrent de façon considérable, enfin vers le vin en particulier, les chiffres le montrent de façon considérable. En revanche, ils aiment le spritz, ça c'est aussi quelque chose de pétillant et de sucré. Donc concrètement, ces gens-là qui ont entre 20 et 35 ans aujourd'hui sont les consommateurs de demain, parce que nous, on va finir par disparaître, et ceux qui seront éventuellement nos clients demain, si on ne leur propose qu'une offre de vin alcoolisé, je crois qu'on ira dans le mur. Donc la possibilité de leur offrir du sans-alcool, fût-ce un vin désalcoolisé, ça peut être aussi bien sûr des bières alcoolisées, ça peut être aussi des sparkling non alcoolisés, ou ça peut être aussi l'option de vin peu alcoolisé, qui est une tendance à mon avis qui peut avoir d'avenir, même si sur la vinification c'est un peu compliqué toujours d'avoir la maturité phénolique et en même temps avoir une faible maturité alcoolique. Mais c'est tout à fait intéressant parce que c'est l'avenir, en fait. Voilà, c'est tout simplement l'avenir. Est-ce que j'avais rêvé d'un monde avec beaucoup moins de vin alcoolisé? Non, le vigneron que je suis ne se réjouira pas de cela. Maintenant, il y a deux façons de l'aborder. Soit on fait l'autruche en disant « mais moi j'ai raison et mon ancien monde est le vrai », soit on se dit qu'il faut regarder, appréhender et embrasser le nouveau monde. C'est pareil sur plein de sujets. Est-ce que je pense que la voiture électrique est la meilleure des solutions? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres alternatives qui sont meilleures. Mais est-ce que c'est le sens de l'histoire? Ça a l'air de le devenir. On ne peut pas, si on est constructeur automobile, se dire qu'on va continuer à faire que du thermique ou de l'hybride. Malheureusement, on est obligé de regarder d'autres options. C'est un petit peu la même réflexion, donc voilà, on y va. Mais on n'y va que par la qualité. Ça, par contre, c'est indéniable, et ça revient au propos que je tenais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on y va avec des produits qui tiennent la route, qui sont bons et qui sont au bon prix. Merci pour cette expérience. Un petit mot peut-être sur l'aspect un peu plus organisation, c'est-à-dire que vous avez une trentaine de caves qui sont dans votre réseau. Et donc, comment est-ce que vous avez choisi de rendre cette sélection de produits accessible pour vos cavistes, et comment est-ce que eux arrivent à l'intégrer dans leur vitrine, dans leur magasin? Quel type de discours est-ce qu'ils ont? Voilà, comment est-ce que vous organisez un petit peu cette... Il y a plusieurs aspects, il y a l'amont, il y a l'aval. Il y a un point qui est commun au vin avec et au vin sans alcool, c'est la problématique de la logistique et du poids. Une bouteille de vin avec ou sans alcool, elle pèse toujours le même poids. Et elle pèse un poids qui est lourd. Sur un produit qui est plutôt émergent, il est difficile, si on négocie, admettons, avec un producteur, un franco de 60 ou 72 bouteilles, ce qui est quelque chose d'un niveau assez commun, si on négocie cela avec lui, moi, dans mes boutiques, dans ma trentaine de boutiques, les domaines qui montent, il est fort probable qu'ils me disent « t'es sympa, mais ton produit qui vient d'arriver, oui, je sens qu'il y a une demande moi aussi, mais pour autant, me charger tout de suite de 60 ou 72 bouteilles, j'ai peur. Tout ce qui est nouveau fait peur. Et c'est légitime, c'est assez humain finalement. Donc, si on se dit que on veut que ça marche, il faut un petit peu leur simplifier la vie. Alors, il y a plusieurs approches. Soit vous le mettez sur votre plateforme logistique, que ce soit moi ou d'autres enseignes comparables à la nôtre, vous mettez sur la plateforme logistique et en picking, personne va en prendre 12 ou 18. Soit vous avez une autre solution qui a été celle qu'on a choisie, notamment aussi pour des raisons d'écologie, pour éviter de faire des montées, des descentes inutiles. Il se trouve que il y a le domaine de Bro qui fait le blanc et le rosé en sans alcool, qui sont très proches de mes vignes de Carcassonne. Et donc j'ai mes entrepôts là-bas. Et donc par conséquent, on a décidé de faire un regroupement logistique du sans alcool avec les vins du Château de Serres, donc je détiens, et donc les commandes qui sont passées par le réseau. Mais lorsqu'ils passent une commande du Château de Serres, généralement ils sont bons clients de la maison parce que les vins sont bons, et deux, évidemment, il y a une présence particulière étant donné que je suis des deux côtés. Eh bien, ils peuvent compléter leur commande avec ces vins sans alcool et donc les avoir dans leur boutique. Donc ça, c'est sur la partie amont. Et sur la partie aval, il y a deux choses. La première, ils ont eu un discours de formation. On a fait ensemble, avec Stéphane, une formation du réseau. Vous avez été présent aussi lors d'une de nos conventions, ce qui est l'occasion d'exister, de rencontrer les points de vente, de les convaincre. Et puis, moi, ce à quoi je crois beaucoup, et je sais qu'on en a discuté récemment ensemble et on va essayer de l'encourager, c'est les dégustations sur place. Parce que quand quelque chose est nouveau, même s'il est à un prix qui n'est pas délirant, mais lorsque c'est nouveau,
on a quand même toujours tendance à se dire, est-ce que c'est bon? C'est la première question. Donc, nous, maintenant, on le sait. Quand on leur dit, ils ont tendance, a priori, à nous croire, parce qu'ils savent que sur d'autres produits, ils nous ont cru et ils n'ont pas regretté de le croire. Mais quand même, sur cette catégorie strictement nouvelle, la dégustation est fondamentale. On n'a pas besoin d'en faire boire des litres aux personnes, mais un petit fond de verre pour ceux qui disent je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose de peu alcoolisé, ou alors moi je veux faire attention en ce moment, ou je suis enceinte, il faut spontanément évidemment leur proposer cela et idéalement le faire déguster, donc en ayant une bouteille qui est plus ou moins toujours ouverte. C'est l'idéal, ou pas hésiter à l'ouvrir le cas échéant. Alors nous, on a la partie table aussi, ce qui fait qu'au déjeuner, on a des personnes qui peuvent décider de prendre ça. On leur fait goûter, comme on est conscient de la qualité. Généralement, ils disent écoutez, merci, laissez la bouteille à table, on va continuer avec ça. Ok, donc en fait, vous confirmez qu'il y a une demande et qu'elle a plutôt tendance à augmenter, qu'il y a un besoin d'avoir des produits de qualité et ça commence à arriver sur le marché, et qu'il y a aussi ce besoin d'accompagner la mise en marché au travers d'une pédagogie et d'une facilitation logistique, parce que sur tout marché qui démarre, si ce dernier maillon est pas bien organisé, on risque de ne pas avoir le bon niveau de distribution des produits. Absolument. Et en fait, l'enjeu qu'on a, c'est que c'est une catégorie qui effectivement est émergente. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout de suite les choses partent sur une courbe très arithmétique et linéaire. Je crois plus, c'est le cas sur les nouveautés comme cela, je crois plus à une courbe qui a vocation à être peut-être exponentielle, c'est-à-dire démarrer progressivement et puis à un moment donné, ça va vraiment prendre et ce sera plus important. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça me semble en tout cas nécessaire d'avoir cette offre. Elle croît, on voit que les volumes augmentent progressivement. On n'est pas en train je vous dis pas que ça, tout de suite ça va faire 10% des volumes de chacune de mes boutiques, sûrement pas, mais c'est nécessaire et ça prend progressivement. Donc voilà, c'est un point qui se regarde, qui continue de se regarder avec intérêt. On a bientôt le rouge de chez vous qui va arriver sur nos linéaires. On avait déjà le blanc, le rosé et le pétillant. Je pense que ça répondra aussi à un besoin. Encore une fois, vous avez réussi à faire quelque chose de qualité. Et alors là, dans les rouges, c'était vraiment particulièrement dur parce que c'est souvent très mauvais, pour utiliser un mot poli. Donc voilà un petit peu la réflexion qui est la nôtre. Écoutez, merci pour ce partage d'expérience. Ce que je propose, il nous reste quelques minutes, c'est que s'il y a des questions dans l'assistance, que vous n'hésitiez pas à les poser sur le chat et qu'on essaye peut-être avec Hugues d'y répondre dans les 5 prochaines minutes. Avec plaisir. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous hésitez, vous êtes frileux, voilà, toute question que vous pouvez avoir, j'y réponds avec joie. Je vous laisse nous dire s'il y en a sur le chat. En attendant peut-être qu'il y ait une petite question qui arrive, effectivement, vous évoquiez cette notion de gamme. Effectivement, il ne faut pas que le produit soit tout seul, il faut l'aborder comme une catégorie et proposer de la diversité aux clients. Oui, et très clairement, alors pour le coup, il ne faut pas qu'il y en ait trop peu, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Je pense qu'il faut savoir faire des choix. Donc oui, d'avoir une gamme qui couvre un pétillant, un blanc, un rouge, un rosé, je pense que c'est très bien. Un seul produit, je pense que ce serait insuffisant. En revanche, pour être très honnête, et vous en serez ravi, cher Stéphane, mais on ne songe absolument pas à prévoir d'autres références autres, externes. On ne cherche pas à faire une gamme, pour le coup, de plusieurs marques de sans-alcool. J'en trouve une qui est bien. Pour l'instant, la demande, au niveau où elle en est, je pense qu'on y répond très bien. On va accompagner cela, mais il ne faut pas aller chercher non plus une complexité énorme. L'enjeu, c'est déjà d'amener le consommateur vers cela. Si on commence à le perdre en lui expliquant qu'il y a une marque qui fait plus ceci, plus cela, alors je suis persuadé qu'on tirerait dans la très mauvaise direction. Donc voilà, tout le monde n'a pas fait ce choix-là. Hein. Je connais d'autres enseignes qui ont pris un autre parti pris. Mais voilà, moi, le mien, en tous les cas, le nôtre, c'est celui-là. Alors, on a une petite question sur le positionnement idéal en termes de prix de vente client. Ça se situe dans quelle catégorie de prix et qu'est-ce qui vous paraît être le winning price, entre guillemets? Alors, le winning price, sur la partie pétillante, il y a un price point qui est toujours sensible, qui est les 20 €.
dans le monde de la pétillance. Voilà. Le champagne a désormais passé cela allègrement. C'est rarissime de trouver un champagne à moins de 20 euros, sauf des promos très agressives sur généralement des produits d'une qualité très agressive négativement. Donc voilà, donc il y a le price point des 20 euros. Donc sur le sparkling, on s'est mis en dessous. De tête, je crois qu'on est à 19 euros. Donc voilà. Et sur les vins tranquilles, on doit être, je crois, à 12 ou 13 euros. Ce qui est un price point aussi qui me semble bon, qui est tout à fait acceptable. Voilà. Je ne nous vois pas essayer d'aller trop haut. Encore une fois, si on veut recruter sur ce segment-là ou répondre à un besoin, si on effraie par le prix, c'est une approche, hein, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut rester raisonnable. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce sont des prix qui s'inscrivent dans la cohérence de ce qui peut être proposé par ailleurs dans la gamme traditionnelle et que c'est pas présenté comme étant un sous-produit ou un produit. À l'inverse, dans les produits peut-être plus industriels qu'on avait pu goûter avec le directeur des achats, on avait goûté des choses à moins de 10 euros. Mais là encore, il n'y a quand même pas de miracle, quoi, hein. Pareil, si je vous dis que vous allez avoir une BMW flambante neuve à 4 500 euros, vous allez me dire que vous en rêvez, mais que c'est pas possible qu'il y ait un loup, quoi. On vous a pas mis le moteur BM. Donc voilà, ce qui était pas cher était mauvais. Ce qui était très cher était plutôt bon, mais on était dans des price points sur du sparkling autour de 35 euros. Et là, voilà, j'étais un petit peu plus circonspect. Encore une fois, c'est quelque chose qui marche visiblement, donc je dis pas que j'ai la vérité révélée. Mais dans ce qui concerne nos clients tels qu'on les connaît, nos clientèles domaine qui monte, c'est une clientèle qui est très CSP+. C'est de l'avocat, du banquier, du notaire, du chef d'entreprise. C'est le cœur de notre clientèle. Ce sont des gens qui pour autant savent compter. Et donc, c'est pas dans le bling, pas du tout. Et donc, on essaie de répondre à ces niveaux de prix. Et je crois qu'on y répond pas trop mal. Très bien, merci. En tout cas, en règle générale, effectivement, la gamme vin désalcoolisé, et c'est un peu, quand vous preniez l'exemple du café, en fait, c'est la même chose, c'est que elle est cohérente chez un vigneron du reste de sa gamme. Il ne s'agit pas d'avoir une gamme à 15 euros et un désalcoolisé à 5. En général, c'est dans les mêmes ordres de prix, voire légèrement plus cher quelquefois. Parce qu'il y a la même réflexion que sur le Déca. Hein. Le café Déca est dans la même gamme de prix, mais toujours un petit peu plus cher qu'un vin caféiné. C'est la même réflexion. Exactement. On retrouve un peu la même logique. Très bien, écoutez, il est 12h32, donc si on veut tenir notre timing, je voulais vous remercier d'abord, Hugues, de ce témoignage, parce que c'est toujours important de savoir comment est-ce qu'on va vendre les produits et comment est-ce qu'on aborde des nouveaux marchés. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé. Si vous avez des questions par ailleurs, écoutez, n'hésitez pas à continuer la discussion en dehors de ce webinaire. Et puis, écoutez, nous, on vous donne rendez-vous, j'espère, pour un prochain webinaire qui tentera effectivement d'explorer un autre volet de la chaîne de valeur de cette nouvelle catégorie NOLO. Et peut-être vous l'évoquiez, Hugues, le sujet du lot est un sujet qui commence à monter un peu en puissance. On voit de plus en plus d'intérêt sur ces sujets-là et ça pourrait faire peut-être l'objet d'un prochain échange avec BSTech. Merci à tous, merci Hugues, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci Stéphane.